de diverses personnes venues de divers horizons. Dans les médias béninois, dont je suis le représentant au sein de la commission a donc décidé de faire un travail de contact avec les diverses entités qui ont envoyé des représentants au sein de la commission. Nous l'avions fait avec d'autres entités. Aujourd'hui, c'est le tour des médias. C'est ce qui justifie donc votre présence ici dans cette salle. La Fondation Friedrich Ebert est heureuse de s'associer à cette initiative de hearing avec les professionnels des médias, initiée par la mise en place, j'allais dire, par la Commission béninoise des droits de l'homme, pour une seule raison. La seule raison, c'est que depuis 25 ans, la Fondation Friedrich Ebert appuie le processus de démocratisation au Bénin. Et il n'y a pas pour la Fondation Friedrich Ebert d'état de droit démocratique sans la promotion, la défense des droits de l'homme. Ce qui justifie que dans son action programmatique, les droits de l'homme constituent un axe transversal de toutes les activités qu'elle mène, aussi bien au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et parfois sur le plan régional en Afrique. C'est pour cela qu'elle n'a pas hésité à apporter son soutien à cette initiative et voudrait surtout que les médias qui constituent un fer de lance de la démocratie soient associés à l'œuvre de promotion et de défense des droits de l'homme que voudrait accomplir la Commission béninoise des droits de l'homme au regard des textes pertinents de la République et même sur le plan international. Elle trouve donc assez pertinente la démarche de la coopération entre la Commission et les acteurs médiatiques de notre pays au service des droits de l'homme. Et voilà pourquoi elle voudrait compter sur, on va dire, le dynamisme de cette coopération pour les mois, les années à venir. Et à cet effet, elle ne marchandera pas son appui pour d'autres initiatives qui entreront dans le cadre de cette promotion et de cette défense des droits de l'homme, d'autant que, ce n'est pas inutile de le souligner, les droits de l'homme au Bénin vivent une période particulière, pour ne pas dire plus, et il est utile que les acteurs, quels qu'ils soient, de quelque provenance qu'ils soient, s'associent pour trouver des actions ou des solutions particulières au moment particulier que vivent les droits de l'homme dans notre pays. Je vous remercie. Monsieur et Madame les commissaires à la Commission, Monsieur le représentant résident, cher Docteur Lougou, Messieurs les professionnels des médias, je voudrais au nom de la Commission vous remercier pour votre présence en ces lieux suite à l'invitation de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le commissaire Adjovi l'a rappelé tout à l'heure, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres prévues par la Commission avec les entités qui ont désigné des représentants pour siéger au sein de la Commission. C'est le tour maintenant des professionnels des médias d'aller non seulement à la rencontre de la Commission, mais cela s'inscrit dans un contexte particulier. Et nous avons constaté, après novembre 2018, en début 2019, que des journalistes ont été inculpés pour diffusion de fausses informations. Nous avions constaté une censure de l'Internet le jour où le pays organisait les élections législatives. Tout cela laisse craindre pour la liberté d'expression et la liberté de presse. Et la Commission a estimé qu'il était de notre devoir
d'aller vers les professionnels des médias et de discuter de ces questions-là. Parce que l'avantage que nous avions en tant que commission, c'est que nous avons un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Mais mieux, si les lois qui ont été votées sont des lois qui violent les instruments internationaux dont le Bénin est parti, nous avions parmi nous des députés qui siègent. Et la loi nous donne la possibilité, à travers ces députés, de faire des propositions de loi. Autrement dit, vous avez l'occasion aujourd'hui, grâce au soutien de la Fondation Fridi Chebet, vous avez aujourd'hui l'occasion, à travers les échanges que nous aurions pendant ces 2 jours, et c'est là la particularité de ce hearing. D'habitude, nous rencontrons l'entité qui a envoyé un représentant au sein de la commission et nous lui présentons la commission, ce que nous faisons. Et ensuite, au cours des échanges, nous en venons à retenir une thématique qui peut être discutée plus tard. Mais il se fait cette fois-ci, et c'est à l'actif de la Fondation, lorsque nous avions sollicité son appui, la Fondation nous a dit, non seulement nous allons discuter, aller à la connaissance de la commission, mais nous allons également, immédiatement, parler des problèmes qui se posent. Parce que des problèmes se posent. Et j'ai été heureux d'entendre le nouveau ministre de la Communication dire qu'il veut faire un bon travail. Autrement dit, lorsque nous aurions fini ces 2 jours, les recommandations des professionnels que vous êtes seront transmises à l'autorité au cours d'une audience que la commission va lui demander. Chers amis, ce hearing aura pour mérite de réunir les professionnels des médias, des spécialistes en droits humains, des défenseurs des droits de l'homme et surtout, elle aura pour soubassement de mettre en place un partenariat entre vous et nous, afin que vous ne soyez plus seulement là pour couvrir nos activités, mais que vous deveniez des acteurs même de la promotion et de la protection des droits de l'homme tout le long du mandat des commissaires que nous sommes, et au-delà. Nous avions besoin de vous. Nous souhaitons que vous participiez activement aux échanges et surtout que vous n'hésitiez pas à aborder les sujets qui fâchent. Toutefois, et c'est mon mot de fin, ne vous attendez pas à ce que la commission règle les problèmes sur place. La commission va prendre note et les conclusions de nos travaux feront l'objet d'études au sein de la commission et l'Assemblée générale des 11 commissaires décidera du rapport qui sera adressé à l'autorité dans le cadre de notre rôle de conseil au pouvoir public. Je vous souhaite la bienvenue et je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Abstenir des violations des droits de l'homme. Ensuite, protéger, prévenir les violations des droits de l'homme. Et enfin, concrétiser, réaliser, c'est-à-dire prendre des mesures pour assurer la réalisation des droits. Ces 3 niveaux d'obligation, respecter, protéger et mettre en œuvre, obligent les États à entreprendre ou à adopter des mesures spécifiques afin d'assurer l'effectivité de la jouissance du droit pour tout individu à l'échelle nationale. Mon exposé est de vous amener à la découverte des mécanismes juridictionnels et non juridictionnels nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Dans un premier temps,
Nous aborderons la notion de l'obligation de protéger les droits. Et dans un second temps, nous parlerons des mécanismes de protection des droits de l'homme. Réseaux sociaux numériques. Donc, exprès, j'ai laissé comme ça. Et la seconde expression, droits de l'homme. J'ai délibérément choisi, vous le verrez dans l'exposé, l'expression ou le groupe de mots droits humains. Me référer un peu aux pratiques d'un groupe qui défend les droits humains. Et puis après, ce n'est pas... Bon, heureusement, le commissaire a donné l'intitulé exact de la loi. Ce n'est pas code numérique, mais c'est code du numérique. Et d'entrée, je voudrais mettre un punchline pour dire que la promotion, la protection, la défense des droits humains devra être pour nous une exigence permanente, quel que soit le texte de loi voté et promulgué. Alors les droits humains, je me suis donné un peu de liberté. Comme je vous l'ai dit au départ, je ne suis pas juriste de formation à la base. Mais pour moi, les droits humains, ce sont des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles consacrées par notre Constitution, déjà dans son préambule, mais aussi l'article, je crois, 15, et d'autres textes supranationaux notamment, et la Constitution précise que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait entièrement corps, partie intégrante de notre Constitution. Pourrait-on, sur quelle qualité on juge le journaliste en ce moment-là pour venir le chercher ou bien pour l'interpeller? Est-ce que aussi le code numérique a prévu qu'on aille chercher quelqu'un qui a publié une information sur sa page Facebook, Manu Militari, sans pouvoir lui adresser entre-temps une convocation? Rappeler parce qu'aujourd'hui, le texte de loi en débat, c'est le code du numérique. Actuellement, au sein de l'ODEM, on a un projet en cours pour faire une sensibilisation sur le livre 5 de ce code, qui est, contrairement au code de l'information, beaucoup plus corsé dans les sanctions. Moi, je voudrais inviter d'abord les confrères ici présents à soit télécharger en ligne ou bien chercher à lire le code. C'est très important. Parce qu'en réalité, pour répondre un peu à la question du docteur Wenceslas Maoussié et mon confrère qui vient de parler, c'est que quand tu es journaliste, tu fais ton travail, tu produis un article, ça paraît dans un journal. Tu fais une émission à la radio, c'est le code de l'information et de la communication. Mais à partir du moment où tu fais des commentaires, tu postes un texte sur Facebook, sur Instagram, Twitter, tout le reste, ou bien même un journal qui est en ligne, c'est le code du numérique qui t'est appliqué. C'est pourquoi on a vu beaucoup de confrères qui ont eu des difficultés ces derniers temps-ci. Et cette information est très importante pour nous ici, pour qu'on puisse savoir. Moi, en tout cas, je mets beaucoup de gants pour faire des commentaires désormais sur les réseaux sociaux. Quand je veux faire des critiques, je vais le faire sur les chaînes de radio. Et ça me met à l'abri. Et c'est que si on doit me poursuivre, on me poursuivra sur la base cause de l'information et de la communication. Si le code promet les droits de l'homme, c'est tant mieux. S'il fait la promotion des droits de l'homme, c'est tant mieux. Mais c'est les droits qui sont brimés qui nous intéressent ici. Je me suis toujours demandé au nom de quel principe est-ce que lorsqu'un journaliste peut-être détient une page Facebook, Twitter ou Instagram et qu'il publie une information qui a été dans un premier temps relayée dans un média classique, il peut être passible de peine au nom du code du numérique. Est-ce qu'en se retrouvant sur les réseaux sociaux, sa casquette de journaliste disparaît? Et moi, je suis journaliste en ligne aujourd'hui. Je travaille dans la presse en ligne. Mon code de base, qui est le code de l'information, quand même interdit les peines privatives de liberté pour les journalistes. C'est pas pour encourager les infractions, oui, mais si mes confrères de la presse classique peuvent publier des informations
et ne sont pas passibles des peines privatives de liberté. En même temps, moi, journaliste de web, je suis passible de la même peine pour avoir publié peut-être la même information sur un site d'information. Ça pose un problème. Est-ce que je me suis également demandé si nos associations fêtières ont été associées à la rédaction de ce code? Ont-ils lu entre les lignes cette portion-là, moi, qui vraiment, c'est un grand recul en matière de liberté de presse. Lorsque Reporters sans frontières va faire ses classements, va publier, ils vont encore dire, voilà les autres s'immiscent dans nos affaires souveraines et tout. Mais à l'interne, on fait quoi? Suivre le communicateur, on comprend qu'il y a vraiment de l'imbroglio au niveau des tests. Parce que ça manque beaucoup de précision et ça laisse beaucoup de champ libre aux interprétations, ce qui nous livre, tous ceux qui manipulent l'information, nous livrent aujourd'hui à la justice, parce qu'on n'arrive plus exactement à savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Quelles que soient les définitions que nous donnons au journalisme, ça devient plus compliqué parce que tout le monde exerce la manipulation de l'information. Mais quand on recule, il faut reconnaître que c'est les conditions dans lesquelles ces tests ont été élaborés qui nous ont conduit à ça. Au niveau du code de l'information, il faut reconnaître qu'on se disait il fallait vite y aller parce qu'on a fait beaucoup de démarches dans ce sens, que le régime passé promulgue le test avant de partir parce qu'on ne sait pas ce que le régime qui va suivre va être. C'est pour ça que le code de l'information même comporte beaucoup de lacunes. Qu'on nous dise aujourd'hui, par exemple, que les grogneurs sont des assimilés de la presse, alors que le juge ne reconnaît pas celui qui est au bout du fil et qui fait la grogne sur la radio, je crois qu'il y a un gros problème qui se pose. La CPDH puisse épauler les journalistes qui ont des projets d'investigation, notamment sur des cas de violation et de protection, de promotion des droits de l'homme dans la recherche de financement, puisque les organes, vous connaissez un peu l'état des lieux, mettre à contribution donc la CPDH pour épauler en tant qu'institution, pas financée, mais épauler les journalistes dans la recherche de financement, lorsqu'on verra que le cachet de la CPDH est donc derrière une telle production, ça peut inciter les partenaires à financer. Et la dernière chose, c'est qu'à la fin de l'atelier, je ne sais pas si vous pourriez nous faire grâce d'avoir également le rapport à notre niveau. Merci. La liberté de presse, précisément sur ça, on attend de l'État non seulement qu'il s'abstienne d'empêcher les gens d'exercer ce droit, mais en même temps qu'il crée un environnement favorable, qu'il facilite l'exercice des droits civils et politiques. Donc, lorsque nos États ont fini de signer, lorsqu'ils ont fini de signer des conventions ou bien des documents de coopération pour qu'on les aide à donner corps et vie à ces convenus au niveau international, et nous nous disons, mais de l'intérieur, c'est fait comme ça. Et on fait la surveillance. La surveillance qui n'est rien d'autre que l'observation citoyenne. La différence en droits de l'homme par rapport aux autres aspects de l'action citoyenne, c'est que la surveillance chez nous, quand nous commençons ça, ce n'est pas exclu que les éléments de surveillance, quand ils sont documentés, aboutissent en fait à une interpellation au plan judiciaire ou en plaidoyer juridique ou en plaidoyer classique. Donc, il faut vraiment documenter. Nous ne sommes pas de surveillance, documentation, rapportage.
Et c'est en cela que je vois assez d'éléments de convergence. Je dois dire que les armes dont disposent les journalistes sont les armes traditionnelles que nous avons. Nous avons en partage en tant que professionnels des médias à utiliser l'information pour sensibiliser, éduquer. C'est surtout ça ce que nous faisons. La finalité pour les deux cibles auxquelles vous faisiez allusion tantôt, à savoir les professionnels des médias et les activistes, est forcément la même. C'est-à-dire que les droits humains, les droits de l'homme soient connus, reconnus, protégés pour être enfin pour une jouissance véritable. C'est de cela qu'il est question. Donc, mais nous procédons de deux façons différentes. Les acteurs de la société civile, je vais revenir là-dessus, les activistes, pour tout dire, sont dans le plaidoyer, ils sont dans le lobbying. Eux autres, leur mission dans la pratique, c'est d'attaquer de front ce qui se passe dans le milieu social. Les journalistes n'ont pas pour mission d'attaquer. Ils attaquent à travers les genres journalistiques qu'ils utilisent, que nous reconnaissons. Mais c'est d'abord l'information et la communication. C'est comme ça que nous faisons. Parce que vous voyez, journalistes et activistes, comme vous semblez le dire tout à l'heure, il y en a qui ne savent pas toujours qu'ils appartiennent à un grand ensemble, qui est le même, à un même ensemble. Je vous remercie. Voyez-vous, de l'activisme, je dirais plutôt de la défense des droits de l'homme dont s'occupent les activistes, à la protection des droits de l'homme dont s'occupe l'ancien activiste que je suis. À écouter mes deux amis, je me dis qu'il y a un itinéraire, il y a un parcours. Le réflexe n'est plus le même. Voyez-vous, nous avons ensemble, tous les acteurs, qu'ils soient journalistes ou société civile ou défenseurs des droits de l'homme, nous avons ensemble la promotion des droits de l'homme. L'État, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, la société civile, nous avons ensemble la promotion des droits de l'homme. La divergence est au niveau de la défense pour les uns et de la protection pour les autres. Et donc, dans ma situation actuelle, où j'ai été dans la défense et la promotion, à les écouter, je me dis, il y a un travail à faire. Il y a un véritable travail d'éducation à faire. Parce qu'après tout, l'activisme, c'est porter la voix afin qu'une situation qui dérange, une situation qui viole les droits de l'homme, que cette situation puisse être changée. Mais cette situation ne peut être changée que par un autre acteur. Et cet acteur principal, M. Gandaro l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'État. C'est l'État qui protège les droits. C'est l'État qui a l'obligation de les réaliser. C'est l'État qui a l'obligation de les respecter. Des droits de l'homme, j'ai eu un parent qui a été confronté à une situation difficile en prison, notamment la prison civile de Cotonou. Et j'ai réfléchi, je ne savais pas quoi faire. Parce qu'en toute sincérité, je fais partie des personnes qui ne font pas confiance en notre justice. Je me suis rappelé au moins que j'ai deux amis, pour ne pas dire beaucoup d'amis au sein. C'est vrai que leur commission, c'est la Commission béninoise des droits de l'homme. Qu'est-ce que je devais faire? Il m'a dit, prends ce numéro de téléphone, voici la procédure, envoie-nous un courrier que vous venez déposer au siège provisoire de la commission ici. Et les commissaires vont se charger de s'asseoir, d'évaluer donc cette plainte, c'est comme ça ils appellent ça, et on vous reviendra pour le retour. De toute façon, on vous répondra. Ce que j'ai fait, je suis venue déposer le courrier et j'ai fait l'erreur, la personne qui est venue me déposer le courrier l'a déposé
dans la salle de conférence, je crois, ou dans la salle de délibération, je ne sais pas. Donc, mon courrier n'a pas été retrouvé, mais j'ai toutefois fait copie par mail au président et au commissaire Adjovi. Ils m'ont dit non, on a reçu la version électronique, on va chercher la version papier. Vous êtes sûr que vous l'avez déposée ici? J'ai dit oui. J'ai fait déposer ça à l'un des bureaux. Ils ont dit mais non, on a 2 bureaux. Donc c'est sûr que c'est là où on fait les réunions. Donc ce n'est pas au secrétariat. Finalement, la lettre a été retrouvée. J'ai repris confiance en moi. Et quelques temps après, on m'a réécrit par mail pour me dire votre demande a été prise en compte. Il fallait apporter d'autres informations pour nous permettre de faire nos investigations. Ce qui a été fait, je pense, les commissaires se sont réunis. Et après, on m'a dit, nous allons faire une descente à la prison civile. On ira constater de nous-mêmes ce que vous êtes en train de dire et on vous reviendra pour la suite. Toujours est-il que ça a été fait parce qu'en fin de compte, le parent dont les droits étaient brimés effectivement parce qu'il était très battu à la prison civile de Cotonou. C'est vrai que lui-même, en tant que détenu aussi, il avait quelques égarements. On m'a dit de lui reprocher, de lui dire de ne plus refaire parce qu'il y a des tests effectivement à la prison, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce que j'ai fait, finalement, il a été transféré à la prison civile de Calavi, où effectivement, ses droits sont protégés. Il n'a plus aucun problème. Il est même devenu effectivement l'un des prisonniers qui donne des conseils aux autres prisonniers quand leurs droits sont brimés. Et voilà ce qui s'est passé. Je pense qu'effectivement, on gagnerait à faire connaître la Commission béninoise des droits de l'homme, même si c'est une institution qu'au départ, on n'y croyait pas. C'est vrai, on l'a installée, j'étais à l'installation, mais beaucoup d'entre nous, on n'y croyait pas. Quand je dis nous, c'est les journalistes. Et c'est le moment aussi de faire un clin d'œil à ces confrères-là, parce qu'au moment où je saisissais la commission, j'ai saisi d'autres confrères dans le métier. Il y en a qui sont activistes des droits de l'homme, il y a l'un d'entre eux qui me regarde et qui me sourit. Et on a activé le réseau. Et je pense que c'est la preuve même qu'un partenariat peut exister entre les médias et la Commission béninoise des droits de l'homme, parce qu'effectivement, quand c'est fait, et que c'est fait dans les règles de l'art, et qu'il n'y a pas de mensonge ou de sentimentalisme et de passion, et que ce n'est que justice que vous recherchez, je pense qu'effectivement qu'on a gain de cause. Et je profite, puisque je ne l'ai jamais fait, c'est vrai qu'on a envoyé un courrier pour remercier la commission, mais je le fais de vive voix aujourd'hui, mesdames et messieurs les commissaires, merci. Merci pour votre accompagnement, parce que ça a véritablement permis à une famille de se retrouver. Parce que depuis que ce jeune homme était en prison, sa maman est paralysée et il n'y a pas ce jour où elle n'avait pas des inquiétudes. Et quand les bastonnades ont commencé, maman était très souffrante. Paix à son âme aujourd'hui, la maman est décédée. Donc on est dans son deuil. Et je vous remercie infiniment d'avoir apporté du bonheur dans une famille. Merci. Le présent rapport abordera 3 camps, à savoir la cérémonie d'ouverture, les travaux proprement dits, la cérémonie de clôture. La cérémonie d'ouverture du hearing. Cette cérémonie d'ouverture a commencé le mercredi 17 septembre 2019 par l'allocution du commissaire Adjovi Emerico, trésorier général adjoint de la CBDH. Dans son message, le commissaire a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a présenté l'intérêt et la genèse de cette activité qui constitue une activité de promotion des droits de l'homme conformément à la note programmatique de la Commission béninoise des droits de l'homme. À la suite, c'est le représentant de Freddy Chebet, Stephen, Dr Espedi Ologu, qui a remercié la Commission pour cette initiative et a réitéré l'intérêt à soutenir la présente assise. Après avoir présenté les activités menées par son organisation, il a souhaité plein succès aux travaux. En prenant la parole à son tour, le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, M. Isidore Clément Kakochichi, a procédé à l'ouverture officielle du hearing. Dans son allocution, il a fait une brève présentation de la Commission béninoise des droits de l'homme et ses relations avec les institutions internationales des droits de l'homme. Monsieur Isidore Clément Kakochichi, président de la Commission, a présenté le point des rapports faits sur le Bénin en insistant sur les recommandations faites au Bénin sur la liberté d'expression et la liberté de presse. Disait le président, la République du Bénin, devant le Conseil des droits de l'homme, a présenté le 10 novembre 2017 à Genève son 3e rapport national sur l'examen périodique universel
à l'occasion des 28e sessions du groupe de travail sur l'examen périodique universel. Le dialogue interactif ressorti devant ces pairs a permis à 82 délégations États membres de l'Organisation des Nations Unies de faire des commentaires, observations et recommandations sur le rapport du Bénin. Au total, disait-il, 198 recommandations ont été formulées en direction du Bénin, dont 191 ont été acceptées. Le Bénin a pris note de cette recommandation selon le rapport additif du groupe de travail. Il attire l'attention de la Commission sur le travail d'assistance et de veille apporté à notre République. Il a terminé son message en remerciant tous les acteurs ici présents et a souhaité plein succès aux travaux. L'agenda a été présenté et suivi d'une photo de famille. Les travaux ont continué sous la présidence du commissaire Isidore Kapochichi, président de la commission, avec son modérateur, le commissaire Adjobi, et le commissaire Serge Prince Abodjan, rapporteur général de la commission. Les travaux proprement dit, les communications. 5 communications ont meublé les assises. La communication 1 est portée sur les mécanismes juridictionnels et non juridictionnels nationaux de protection des droits de l'homme, présenté par le président de la commission. Il a commencé en rappelant 2 principes fondamentaux, le principe de la hiérarchie des normes, qui montre d'une part que l'action des gouvernants doit être insérée dans une hiérarchie des normes au sommet de laquelle figure la Déclaration des droits de l'homme, et d'autre part que les juges soient suffisamment indépendants pour sanctionner la méconnaissance. Par ailleurs, il souligne que le principe de la primauté des droits signifie qu'en tout état de cause, le texte international l'emporte sur le texte national. Dans sa communication, le président a fait un bref aperçu sur les mécanismes internationaux et communautaires de protection des droits de l'homme à 3 niveaux. Au niveau national, au niveau régional et puis au niveau international. Après la présentation du président, c'est la présentation du commissaire Emerico Adjovi sur la présentation d'une institution nationale des droits de l'homme. Il a fait ressortir les attributions de la commission, la composition, les obligations de la commission, les immunités de la commission. Et pour ne pas faire long, nous vous avons donné un document hier, vous pouvez vous référer, afin de trouver dans ce document toutes les attributions de la commission, comment la commission fonctionne, et puis tous les commissaires. Donc vous aurez des informations adéquates qu'il vous faut dans notre document qu'on vous a distribué hier. Pour ceux qui n'ont pas encore le document, ils peuvent toujours se rapprocher de la commission pour en avoir. Les débats en plénière, surtout avec le panel, a permis de recueillir beaucoup de recommandations et ces recommandations sont ici notées. Je vais donner lecture de quelques recommandations en attendant de les inclure dans le rapport. Il a été demandé d'organiser un atelier similaire à l'endroit des journalistes en langue locale pour atteindre les populations analphabètes. Inciter les journalistes, toutes catégories confondues, à faire des productions sur les questions des droits de l'homme par l'organisation de concours spécifiques. Mettre en place un numéro vert pour recevoir les plaintes liées aux violations des droits de l'homme au sein de la population. Initier des rencontres périodiques pour les médias afin d'échanger sur les actions. Il a été aussi dit de créer un réseau de journalistes intéressés par des questions des droits de l'homme. Faire des journalistes des points focaux de promotion et de protection des droits de l'homme dans leurs organes respectifs. Avoir un partenariat sincère et sérieux avec les organes qui s'intéressent déjà à la thématique afin de les rendre plus responsables. Avoir un réseau de journalistes qui s'occupent des questions des droits de l'homme. C'est revenu une autre fois. Démultiplier les rencontres afin de fidéliser les journalistes sur les questions des droits de l'homme.
prendre langue avec les patrons des organes de presse quant aux questions relatives à l'aspect salarial des journalistes. Comme recommandation aussi, le journaliste demande à la commission de laisser ses portes ouvertes à la coopération en mettant à disposition les informations dont elle aura besoin pour accompagner la commission dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Que la commission puisse aussi s'auto-saisir des dossiers sur l'entrave à la liberté de la presse dans le pays. Outiller les professionnels des médias sur le traitement des informations relatives à la promotion des droits de l'homme. Organiser des concours de meilleure production pour motiver les journalistes à s'intéresser davantage aux droits de l'homme. Faire de cette rencontre un rendez-vous annuel. Voilà, entre autres, les différentes recommandations que les participants à cet atelier, sans oublier bien sûr, certains participants ont eu des soucis pour la CBDH qui n'a pas encore son siège. Donc, comme recommandation, la CBDH, doter la CBDH d'un siège digne de nom et communiquer autour de ce siège et du rôle de la commission. Plusieurs participants ont envoyé cette recommandation. Ça veut dire le siège de la CBDH aujourd'hui est une préoccupation de nos journalistes. Nous vous remercions. Merci. Merci au commissaire Diovi pour la modération de ces 2 jours d'échange, de hearing, comme nous l'avions annoncé. Je voudrais d'abord remercier notre partenaire, la Fondation Friedrich Ebert. Comme annoncé, ils ont une autre activité toujours avec les médias à Boycon, donc ils ont pris la route. Ils m'ont dit avant de partir que nous allons retrouver les journalistes de la partie septentrionale le 18 et le 19 octobre prochain pour 2 jours encore d'atelier parce que le sujet les intéresse et ils veulent continuer à accompagner la commission. Je voudrais sincèrement leur dire merci et dire merci aux représentants du docteur Logo qui est encore avec nous dans la salle. Je voudrais aussi remercier particulièrement la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et qui est resté 2 jours durant avec nous et a dit qu'il a beaucoup appris. Notre souhait, c'est d'établir en tant qu'institution de la République, que nous soyons constitutionnels ou légaux, d'établir de bons rapports avec vous, afin que les problèmes soulevés ici trouvent solution, afin que la liberté d'expression soit chose effective dans notre pays. La réussite de votre mandat et la réussite de notre mandat sera la réussite tout simplement du Bénin. Je voudrais remercier aussi le directeur des médias, qui est resté avec nous aussi depuis 2 jours. Je le disais tout à l'heure, il a été mon professeur de droit et celui du commissaire Diovi en première année d'université. Il est là et il nous a apporté tout son soutien et il pense que le gouvernement aussi, à travers le ministère de la Communication, va être à l'écoute non seulement de la Commission béninoise des droits de l'homme, mais également à l'écoute des journalistes, afin que désormais le Bénin puisse à l'international présenter une bonne image. Les différents rapports sur l'état de la presse ne sont pas bons pour notre pays. Et il faudrait travailler à corriger cela. C'est notre mission. Je voudrais remercier tous les commissaires. Tous les commissaires, pas facile de réunir 11 personnalités. Les 11 personnalités ne sont pas permanentes, qui ont laissé leur boulot pour être là. Pendant 2 jours. Je vous remercie sincèrement parce que j'aurai besoin de vous encore la semaine prochaine et la semaine d'après, parce que nous aurons à rencontrer au cours d'un hearing les députés. Nous aurons également à rencontrer d'autres corps, les magistrats, les avocats, qui ont des représentants au sein de la commission, mais également les médecins aussi. Et nous allons terminer certainement par le patronat, pour dire aux journalistes que, en rencontrant le patronat, nous allons parler de vos problèmes au patronat.
Nous allons essayer de voir comment améliorer vos conditions de travail afin que vous puissiez non pas être des journalistes nécessiteux, mais des journalistes fiers de leur métier. Des journalistes qui ne soient pas obligés de signer des contrats de silence, comme l'a rappelé un conférencier ici, dans cette matinée. Je voudrais sincèrement vous remercier. Vous avez laissé vos rédactions pendant 2 jours. Mais ce qui est heureux, c'est que déjà hier, à partir de 19 h, il y a eu les reportages sur ce qui se passait ici. Aussi bien à la radio nationale, sur les chaînes privées, Radio Topa, je ne citerai pas toutes, mais toutes les radios ont fait un petit élément d'1 minute au moins. Les télévisions l'ont commencé depuis 13 h et vont le répéter. Et tout cela juste pour montrer que la grossesse est arrivée à son terme et que la commission a accouché. Nous voulons que vous gardiez le bébé avec nous. Et le bébé, c'est le Bénin. Un Bénin où les droits de l'homme sont respectés en toutes circonstances. C'est mon souhait. Merci pour votre présence. Merci et à très bientôt. Nos portes sont ouvertes pour tout le monde. Nos portes sont ouvertes pour toutes les plaintes. Soyez rassurés que justice sera rendue et que droit à réparation sera fait une fois que les commissaires seront convaincus que les droits ont été effectivement violés. Je vous remercie et je déclare fermé ce hearing de 2 jours sur le rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme. Merci à vous tous. Moi, je m'appelle Yannick Somalon. Je suis journaliste au quotidien L'événement précis. Depuis hier, mercredi, nous avons été conviés à un atelier sur le rôle des médias dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Organisé par la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme, avec le soutien de la Friedrich Ebert, de la Fondation Friedrich Ebert. Et depuis hier, il y a eu beaucoup de communication. Il y a un panel en cours. D'abord pour présenter aux professionnels des médias que nous sommes, la CBDH, comment est-ce qu'elle fonctionne, ses difficultés, et ce que cette commission désire avoir avec les médias, c'est-à-dire quel genre de collaboration elle veut avoir avec les médias pour mieux faire son travail, pour mieux accomplir sa mission. Parlant réellement du rôle des médias, je crois que c'est le panel en cours qui a vraiment abordé la question en invitant comme panéliste un activiste des droits de l'homme et un journaliste professionnel spécialiste des questions des droits de l'homme. Et là, nous sommes en train de voir ce qu'il y a au fond de cette collaboration. Parce qu'il est une chose, il faut d'abord être journaliste professionnel, il faut avoir comme spécialité la défense et la protection des droits de l'homme, et il faut être engagé. Mais cela ne suffit pas. Il y a la question de l'accompagnement. Il y a la question des moyens. Parce que pour aller dans le Bénin profond, constater comment est-ce que les droits de l'homme sont respectés, comment est-ce que les violations sont faites au quotidien, comment est-ce que le gouvernement met les moyens à disposition des institutions qui sont chargées de faire ce travail, je crois que c'est un travail de fond et de longue haleine. Donc, je crois que cet atelier est venu à point nommé pour permettre aux professionnels des médias que nous sommes, nous qui ne nous sommes pas depuis le départ spécialisés dans ce domaine, de nous y intéresser, de faire un choix, de véritablement accepter d'accompagner la CBDH et de savoir quel est le rôle que nous devons jouer aux côtés de cette commission. Expédie Ologu, chargé de programme gouvernance politique à la Fondation Friedrich Ebert, le représentant résident ici. Nous avons, la Fondation a décidé d'accompagner ce hearing avec les médias de la
Commission béninoise des droits de l'homme parce que nous considérons que la Commission béninoise des droits de l'homme est une institution qui a sa place dans le dispositif institutionnel du Bénin pour aider à une meilleure gouvernance démocratique au Bénin. Et pour cette raison, il faut appuyer cette institution à se mettre en place, à faire ses activités et aussi à atteindre ses objectifs. Et lorsque la Commission béninoise des droits de l'homme a fait recours à la Fondation Friedrich Ebert en souhaitant organiser des activités d'échange avec les médias, c'est presque tout naturellement que nous avons accepté. Ce d'autant plus que les acteurs des médias eux-mêmes constituent une pièce essentielle dans le système démocratique de tout État. Et il n'y a pas d'État de droit démocratique sans un respect, une promotion et une défense des droits de l'homme. Et cela n'est pas possible sans les médias qui eux-mêmes sont des acteurs majeurs du respect, de la promotion et de la défense des droits de l'homme. Donc c'est pour un tout petit peu contribuer à une meilleure gouvernance démocratique que nous avons décidé d'accompagner cette activité de la Commission béninoise des droits de l'homme. Oui, la Fondation est satisfaite. D'abord parce qu'il s'agit d'une nouvelle coopération avec une institution de la République du Bénin. La Commission béninoise des droits de l'homme n'a pas une tradition de coopération avec la Fondation. Donc on est d'abord satisfait de devoir nous mettre avec un acteur nouveau, peut-être un peu, mais essentiel de la démocratie béninoise. Et c'est donc pour la Fondation, au-delà de tout, un privilège, un honneur et un bonheur d'être là. La Fondation est satisfaite ensuite en raison de la pertinence des communications développées au cours des 2 jours. Et enfin, elle est satisfaite en raison des débats intenses, denses, vifs, parfois durs ou rugueux qu'il y a eu entre les différents acteurs. Mais on sent bien donc que, parce que les sujets abordés sont des sujets préoccupants, il va de soi qu'il y ait du mécontentement, il y ait quelques positions un peu tranchées. Cela participe de la démocratie et cela participe aussi de la promotion des droits de l'homme, parce que le droit à la liberté de s'exprimer, à la liberté de penser, à la liberté d'aller et de venir, c'est un droit fondamental. Pouvoir dire non, pouvoir ne pas être d'accord, avoir le droit de ne pas être d'accord dans un débat, dans une discussion, c'est un droit fondamental de l'être humain. Et donc, nous sommes heureux de voir que dans une activité de hearing sur la promotion des droits de l'homme, que les droits de l'homme se soient exprimés de façon extraordinaire par la liberté de pensée, d'expression des acteurs invités. Donc, à ce triple point de vue, nous sommes satisfaits à la Fondation, ce d'autant d'ailleurs que nous allons faire une prochaine édition de cette activité à Parakou au mois d'octobre 2019, toujours dans le but d'aider ou d'appuyer la CBDH à une meilleure gouvernance des droits de l'homme dans notre pays. Clément Kapochichi, d'abord l'intérêt que la Commission porte aux médias. Un intérêt qui est dû au fait que les médias, les professionnels des médias ont un représentant qui siège au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Notre objectif d'abord, en initiant ce hearing sur le rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme, c'était avant tout pour vous présenter la Commission. Vous présenter la Commission dans sa mission, qui est celle de la promotion et de la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République du Bénin. Mais également pour vous dire que nous avons besoin de vous en tant que partenaire. Partenaire parce que vous êtes aussi un pouvoir. Vous êtes un pouvoir, vous façonnez l'opinion. Et nous avons décidé de vous rencontrer pour vous dire que nous devons réfléchir ensemble pour que, par rapport aux situations de violation des droits de l'homme qui se posent et dont vous avez connaissance, vous pouvez saisir à tout moment la Commission béninoise des droits de l'homme. Vous pouvez également, dans vos
investigations, partager des informations avec la Commission béninoise des droits de l'homme, vous pouvez aussi, à nos côtés, faire la promotion des droits de l'homme. En le faisant ainsi, vous protégez des droits. En le faisant ainsi, vous contribuez à aider l'État béninois. Je dis bien l'État béninois parce que la Commission béninoise des droits de l'homme, elle n'est pas la société civile, elle n'est pas un parti politique, elle n'est pas une ONG, elle n'est pas une institution de plus à la solde d'un gouvernement. La Commission béninoise des droits de l'homme est une institution de la République qui est née d'une résolution des Nations Unies et l'État béninois a décidé que cette commission puisse le conseiller, puisse lui apporter les informations nécessaires afin qu'il puisse pleinement remplir son rôle, ses obligations de respecter les droits de l'homme, de protéger les droits de l'homme et enfin de mettre en œuvre ces droits de l'homme-là. D'abord, nous avons constaté que les journalistes ont des problèmes de conditions de travail. Et nous estimons que dans le dialogue, dans le plaidoyer, nous allons, si les journalistes nous saisissent, parce que la loi vous donne la possibilité de saisir la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous avions une fonction quasi-judiciaire qui consiste à recevoir des plaintes et à les traiter. Et ce qui est particulier par rapport aux plaintes que nous recevons, c'est que la loi nous fait obligation de chercher le règlement à l'amiable. Et c'est seulement lorsque le règlement à l'amiable n'est pas acquis que nous nous retournons vers les institutions de l'État afin de porter assistance à ces personnes-là. Mais je crois que si vous nous saisissez sur les questions liées à vos conditions de travail, nous allons mener des mesures d'instruction envers les patronats de vos différentes institutions pour qu'ensemble nous trouvions le mécanisme pour que vos droits soient respectés. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous travaillez dans un environnement difficile où certaines personnes disent que la liberté d'expression et la liberté d'opinion prévue à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas respectée. Nous avons écouté les journalistes, eux-mêmes sur la situation, et nous pensons qu'il y a un travail à faire. Il y a un communicateur aussi qui nous a parlé de l'article 240 du Code pénal, qui n'est pas vraiment favorable aux journalistes. Nous allons travailler ensemble afin que vous puissiez faire ressortir ces dispositions qui violent les droits, le droit à la liberté d'expression, pour que nous puissions porter cela auprès des autorités. Parce que nous avons la possibilité aussi de faire des propositions sur tous les textes de loi qui ont une incidence sur le respect des droits de l'homme de députés siégeant au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. D'abord, les commissaires vont se réunir en Assemblée générale le 30 septembre prochain pour apprécier ces différents rapports, prendre une résolution. Et certainement, la résolution ira dans le sens de rencontrer la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour discuter avec la haute autorité. Ensuite, nous allons rencontrer le nouveau ministre de la Communication qui nous a envoyé un représentant ces 2 derniers jours pour discuter également de ce rapport, puisque notre rôle, c'est de donner des avis et de faire des recommandations au pouvoir public. Et je reste convaincu que si le plaidoyer est bien mené, dans le respect institutionnel, ça donnera quelque chose. L'objectif, c'est de nous réunir tous, RAC, ministère de la Communication, Commission béninoise des droits de l'homme, pour discuter de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut corriger, afin que notre pays retrouve ses notes de noblesse en matière de respect de la liberté d'expression, en matière de respect de la presse. Chacun de nous a une responsabilité, chacun de nous jouera sa partition. Voilà ce que je pense faire au moment venu des conclusions de ces 2 jours d'échange. La loi dit que la commission est saisie par tout moyen. Vous pouvez saisir par SMS, vous pouvez saisir par email, vous pouvez saisir par écrit, mais la plupart des requêtes que nous recevons sont des requêtes écrites qui sont déposées à notre bureau provisoire qui se trouve au 1er étage
du Centre de documentation d'information juridique de la Cour d'appel. Vous pouvez déposer, et une fois que vous avez déposé votre plainte, la commission va vous rappeler, laisser un numéro de téléphone, un contact. Une équipe se charge du suivi et du traitement de cette plainte. Vous serez appelé à compléter certainement des informations, et dès lors que les commissaires seront convaincus qu'il y a effectivement violation de votre droit, nous allons instruire votre plainte et travailler ensemble à ce que, aussi bien vous en tant que plaignant que le présumé auteur puisse être écouté et qu'une solution puisse être trouvée. Mais il n'y a pas des choses négociables. Lorsqu'il y a cas de viol, le viol étant un crime, nous transférons immédiatement le cas au procureur de la République pour que les actions idoines soient menées afin que droit à la justice soit donné à la personne, mais également droit à la réparation.